peut-être qu'on va en parler dans notre tableau d'honneur de la saison 2024-2025 du RC Lens avec plusieurs catégories. Le meilleur joueur, évidemment, le flop, la révélation, la déception, la meilleure progression de la saison, le meilleur transfert, le pire transfert, le meilleur match et le pire match. Voilà, dans le chat, dans les commentaires, pardon, vu qu'on n'est pas en live, n'hésitez pas à nous donner voilà, vos réponses pour chacune de ces catégories. On va revenir dessus une par une. Je te relance, Romain, tout de suite. Le meilleur joueur de cette saison du RC Lens, t'es parti sur quel nom? Nail El Ainaoui, sans surprendre. Bien sûr. Alors, on va dire, c'est simple, hein, il a mis 8 buts. Vous prenez le meilleur buteur, vous embêtez pas. Non, on s'arrête pas à ça. C'est vraiment l'influence grandissante qu'il a eu au fil de la saison, sa capacité à un moment donné à porter un peu le projet lensois dans des moments compliqués, à dire OK, bah maintenant je vais prendre les pénaltys. Frankowski il est plus là, Sotoka hésite à y aller parce qu'il y a eu peut-être des moments un peu difficiles pour lui par le passé. Pas de problème, j'endosse le costume de patron, je prends les pénaltys, je prends le jeu à mon compte. Il a joué à un moment donné 6 tout seul devant la défense, il a joué dans un milieu à 3, il a joué dans un milieu à 2 avec Mendy, avec Thomasson et Diouf sur les côtés. Qu'importe où on le mettait, qu'importe le, la situation de match, il s'en sortait toujours. Pas surprenant parce que quand on avait dressé son portrait robot à son arrivée, on avait vraiment mis en avant ce côté joueur capable un peu de tout faire au milieu de terrain. On l'avait un peu défini comme un 6 sur 10, quoi. Un joueur qui avait pas forcément une qualité forte, une spécificité forte, mais qui allait être un soldat et qui allait pouvoir faire beaucoup de choses. Et j'ai l'impression qu'il est plus que ça aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il s'est vraiment développé et que si à son arrivée au RC Lens, c'était potentiellement un 6 sur 10, dans beaucoup de catégories. Aujourd'hui, c'est un 7 sur 10 dans beaucoup de catégories. Quand on ajoute le leadership, quand on ajoute cette capacité à prendre les choses en main, eh ben, sur cet aspect-là, c'est peut-être un 8 ou un 9. Peut-être que je m'enflamme, mais j'ai vraiment Non, l'impression que lui a passé un cap cette année et que c'est incontestablement le meilleur Lensois. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. je te rejoins totalement parce qu'il y a, même si ce début de saison est un petit peu contrarié par les pépins, par la suite, il s'impose très clairement aux yeux de Will Steele qui en faisait pas pour autant une priorité au début de saison. On n'oublie pas qu'Adrien Thomasson, sur les premiers matchs, sur on va dire les 2-3 premiers mois, est vraiment excellent et peut-être l'un des tout meilleurs milieux de Ligue 1. Mais ce qui m'a frappé avec Nel El Ainaoui, c'est cette régularité tout au long de la saison. Qu'importe le niveau du RC Lens, on a dit qu'il était très fluctuant, qu'il y a vraiment aussi entre le bon et le beaucoup moins bon. Lui a toujours été au rendez-vous, que ce soit dans la défaite, dans les victoires. Je pense notamment à Marseille. On peut aussi parler de Monaco sur ces derniers matchs. C'est très souvent l'image, le symbole de ce RC Lens. Il a des images fortes tout au long de la saison. Il est très, très, très régulier. Puis tu l'as dit, cette adaptation milieu à 3, milieu à 2, qui soit couvert par une défense à 4 ou une défense à 5, à chaque fois, il est performant, il est décisif. Dans l'aspect leadership, dans l'aspect incarnation du projet, là aussi, c'est sûrement le meilleur Lensois. Et je l'ai dit, c'était pas facile pour lui de repartir après cette saison où il y a ce départ avorté du côté de Monaco, ce début de saison contrarié par les blessures. Et au Fallait final, il digérer tout arrive ça, à. hein. C'est ça. Alors qu'il y a un petit peu plus d'un an, il était seulement en national et passer du national à un départ avorté du côté de Monaco et une blessure quand même assez grave au genou, c'est pas facile à digérer. Et lui, il le digère parfaitement et revient en affichant un niveau assez exceptionnel, qu'importe le contexte. Donc non, je suis assez d'accord avec toi. C'est assez incontestablement mon meilleur joueur de la saison. Il y a plusieurs comment dire, mentions honorables, j'ai envie de dire, Adrien Thomasson, mais qui a été trop irrégulier. La deuxième partie de saison est un petit peu plus compliquée. Mais pour le reste, c'est vrai qu'il y a finalement assez peu de noms à souligner parce que les joueurs performants de la première partie de saison, pour l'essentiel, sont partis dès l'hiver. Je pense à Frankowski et à Roussanov. Ça laisse un petit peu le champ libre aussi à El Ainaoui. Tu avais d'autres noms, toi, peut-être à souligner, même si Nel El Ainaoui est incontestablement le meilleur Lensois de cette saison. Ouais, dans les noms à souligner derrière lui, Adrien Thomasson, puisque l'an dernier, on se rappelle qu'on le quitte sur l'image Mm. de ce dégagement raté qui offre l'égalisation à Strasbourg et qui empêche Lens de terminer plus haut et débouche sur la Conference League plutôt que l'Europa League. Il avait été joué en équipe réserve sur la phase retour. Il avait perdu la confiance de Francaise
Et tu l'as évoqué, début de saison, on est tous surpris de voir Andy Diouf et Adrien Thomasson en double pivot réaliser un très bon début de saison. Et ce tandem-là, alors qu'on se posait la question de qu'allait donner le milieu de terrain du RC Lens, sachant qu'El Ainaoui était blessé, on ne savait pas quand est-ce qu'il allait revenir, sachant que Diouf sortait d'une première saison quand même faite de haut et de bas, d'irrégularité, presque l'inverse de El Ainaoui. Et finalement, Adrien Thomasson a su se remettre, en ordre de marche. C'est une période un petit peu plus compliquée au cœur de l'hiver, mais globalement, Mmh. sa saison est plutôt réussie, je trouve, et il est assurément dans mon top 3 des joueurs de la saison, sans trop de soucis, hein. Ouais, je te rejoins complètement, Adrien Thomasson et Leila Inaoui, c'est sûrement sur la saison entière, puisqu'il y en a beaucoup qui ont quitté le navire, durant Ouais. l'hiver. C'est assurément les 2 meilleurs joueurs de cette équipe lensoise, cette saison. Au contraire, le flop, notre flop de la saison, celui qui a clairement raté sa saison du côté du RC Lens. Je vais commencer, c'est un joueur que on a parlé un petit peu avant l'émission, et que j'aurais pu mettre un petit peu dans toutes les cases négatives, malheureusement, parce que son aventure s'est très, très mal finie. C'est Mbala Nzola qui, pourtant, son arrivée sur ses débuts, alors c'est un joueur qui est très clivant, un profil très clivant, qui propose beaucoup de choses, qui, dans l'animation avec et sans ballon est vraiment, important, très important même pour Will Steele, parce qu'il y a une grosse débauche d'énergie, une capacité aussi à peser physiquement, au duel et dans la profondeur sur, les adversaires. Mais au fil de la saison, on a bien vu que ces lacunes techniques, un petit peu à l'image de ses RC Lens, étaient trop préjudiciables. Et puis surtout, c'est ce qui me fait mettre en flop, c'est Le cette comportement. attitude, voilà, exactement, qui a été, rapportée, qui a coûté énormément à RC Lens parce qu'on n'était, pas sur une attaque des plus prolifiques cette saison, et avoir un 9 de référence aurait pas été de refus, et qui a coûté aussi à Mbala Nzola, qui était énormément, très souvent écarté sur la fin de saison, à raison, au vu de ce qu'on pouvait, comment dire, ressortir de ce qui était dit par Will Steele. C'est un joueur qui a clairement un petit peu tout lâché, un petit peu lâché le projet lensois, qui a, bah voilà, un petit peu malheureusement pour lui, tous les arguments pour être le flop de cette saison, parce qu'il y a, des images assez mauvaises sur le terrain. Je pense à ce rouge face à Nantes, à ses malheureusement multiples ratés devant le but, même si je l'ai dit, il apporte beaucoup autrement dans le jeu. Et puis cette fin de saison, cette attitude, ce comportement déplorable, et qui l'a condamné assez logiquement, malgré plusieurs avertissements de Will Steele, malgré plusieurs mises à l'écart. J'ai l'impression que c'est un joueur qui, une fois que l'enjeu est un petit peu passé du côté du RC Lens, a un petit peu tout lâché, un petit peu abandonné ce club, et qui va retourner gentiment du côté de la Fiorentina, parce que son option d'achat risque pas d'être levée. De ton côté, de ton flop, Romain? Bah, un petit peu dans la même veine, alors sans la partie, comportementale, mais c'est un joueur qui a suscité de l'espoir à son arrivée. C'est également, l'une des recrues du mercato estival, c'est Anas Zaroury. Je crois qu'on se Ouais, rappelle tous de son premier match contre Brest, on se dit: «Waouh, Lens tient un truc là». On ouais. parlait de ce joueur, là, côté gauche, ce profil un peu percutant, on se dit: «OK, ça va matcher, on va avoir à la fois un joueur technique capable de percuter, d'être décisif», et puis ça fait pchit, hein. Très longtemps, je me suis dit: «Mais c'est quoi le dernier bon match d'Anas Zaroury?» Et indubitablement, je remontais à ce Lens-Brest du mois d'août. Alors il y a eu des coups d'éclat en fin de saison, mais il n'y a jamais eu, la régularité espérée. Il s'est jamais imposé comme le leader technique de cette attaque, comme on l'espérait à son arrivée, et comme il y avait des attentes autour de lui, c'est ce qui me fait le mettre dans cette catégorie flop. Ça n'a pas été le plus mauvais joueur du RC Lens cette saison. Mbala Zola non plus, j'ai envie de dire, parce qu'il met 6 buts. Mais il Mmh. y a tous les à côté, il y a le comportement, la fin de saison, donc il a totalement sa place dans cette catégorie-là, et je trouve qu'Anas Zaroury, par rapport à ce qui était attendu, par rapport à la somme investie également, on est quand même sur un flop. Déjà l'an dernier, j'avais hésité à placer, Eli Wahi dans ce genre de catégorie. Anas Zaroury ayant fait largement moins bien, son nom est arrivé assez rapidement, au moment de réfléchir à ce tableau de déshonneur le concernant. Ouais, clairement, c'est, un joueur qui malheureusement va peut-être retrouver dans nos parties négatives, même si sa fin de saison est bonne et assez prolifique, au contraire de un petit peu tout ce qu'il a pu nous offrir sur le reste de la saison. Du côté des révélations, la révélation de la saison, alors ça n'a pas été facile à trouver, parce que contrairement à d'autres saisons, on avait, voilà, beaucoup de choix, beaucoup de joueurs qui, nous surprenaient positivement. Cette saison, c'est vrai qu'individuellement, ça a été un petit peu plus compliqué. Toi, tu es parti sur qui dans cet effectif lensois en termes de révélation? Alors, je suis parti sur un joueur qui a pas fait une saison complète non plus. En même temps, il y en a beaucoup dans cet effectif du RC Lens.
Je suis parti sur Rémi Labo-Lascari, dans le sens où c'était un petit peu l'invité surprise. En début de saison, on s'est dit, OK, il sort d'un prêt plutôt encourageant à Laval, mais il n'avait pas non plus cassé la baraque en Ligue 2. Il va faire la préparation estivale avec le RC Lens en attendant des départs et potentiellement des recrues dans le secteur, offensif. Et puis, bah, il a joué. J'ai presque envie de dire qu'à un moment donné, il a presque réglé un problème tactique à ce RC Lens qui manquait un peu de profondeur, de verticalité, de course vers l'avant. De par son profil, il s'est presque imposé et il a mis de côté à un moment donné Florian Sotoka, ce qui était quand même pas une mince affaire. Et malheureusement, sa blessure arrivait au moment où on avait le sentiment qu'il passait un cap. On avait le sentiment qu'il était en train, pas de s'installer comme un titulaire en puissance, mais qui devenait un élément très intéressant du secteur offensif du RC Lens. C'est un joueur qui reste encore perfectible, qui a beaucoup de marge de progression, notamment dans la finition, dans le dernier choix, dans le dernier geste, techniquement. Mais je trouve qu'il y a un potentiel à aller chercher et je suis presque frustré que ça s'arrête dans la collaboration avec Will Steele parce que j'ai l'impression que il avait trouvé quelque chose et notamment, on en parlait tout à l'heure, dans le rapport humain avec le joueur, il avait réussi à l'amener à aller chercher son plein potentiel, en tout cas de le faire, lui donner la confiance suffisante pour que Rémi Labo-Lascari se dise: «Oui, je peux être titulaire au RC Lens et je peux avoir mon mot à dire». Je reste un peu sur ma faim le concernant, mais ça reste pour moi la révélation de la saison. Bah, je te rejoins totalement puisque c'est, aussi la mienne. Alors d'une part parce que je l'ai dit, le choix est relativement réduit et d'autre Oui, part parce qu'avant cette blessure, c'est vrai qu'on était typiquement sur la révélation de la saison. Un joueur, tu l'as dit, un petit peu l'invité surprise et qui, apparaît, quelques journées après le début de saison où il y avait clairement un problème tactique, à régler du côté du RC Lens et lui, le règle de par son profil, cet attaquant de, c'est même pas un ailier, c'est plus un attaquant de côté qui, règle d'une part le manque de profondeur et aussi un petit peu ce déficit dans l'efficacité et on se souvient qu'il était très souvent dans les zones dangereuses, qu'il avait, voilà, été aussi très souvent décisif et il y avait ce passage de témoin qui était un petit peu naturel avec Florian Sotoka, on en a parlé, Florian Sotoka pardon, qui est logiquement sur la pente, descendante à son âge, mais il y avait, voilà, son successeur qui était là, qui prenait petit à petit sa place naturellement et c'est vrai que sa blessure, elle a fait, énormément de mal au RC Lens, je pense, dans dans l'aspect tactique et aussi dans la construction d'effectifs parce qu'on en a beaucoup parlé. Ce RC Lens, c'est davantage, un effectif qui est dimensionné pour le 3-4-3 de Francaise que le 4-2-3-1, que voulait mettre en place dans l'idéal Will Steele. Ça manquait de vrais ailiers. Florent Sotoka n'est pas un vrai ailier. Anas Zaroury et Angelo Fulgini sont naturellement attirés par l'intérieur, ont peut-être plus des profils de numéro 10 que d'ailier. Et Rémi Labo-Lascari faisait peut-être un petit peu figure d'exception dans cet effectif. Il était parfait dans ce que voulait mettre en place Will Steele. Et c'est vrai que d'une part, sur cette saison, c'est très frustrant de l'avoir quitté aussitôt parce qu'il était sur une très bonne dynamique et il n'avait de cesse de progresser. Il était dans la continuité de son prêt à Laval et clairement, il était en train de prendre une belle petite dimension, mais aussi sur la suite parce que tu l'as dit, Will Steele est parti et on ne sait pas encore quel entraîneur va arriver. Je pense en tout cas qu'il va compter sur un Rémi Labo-Lascari qui, s'il a les mêmes dispositions que juste avant sa blessure, sera un joueur qui va compter pour ce RC Lens et qui sera très intéressant. Mais sur cette saison, malheureusement, malgré lui, on reste un petit peu sur notre faim. Ça ne l'empêche pas d'être parmi les révélations de cette saison. et comparaison n'est pas raison, hein. L'idée, c'est pas de dire que c'est les mêmes joueurs, mais ça me fait penser un petit peu à la progression que Evan Guessant a pu avoir. Je dis bien, je compare pas les 2 joueurs, hein. Je mets pas les 2 au même niveau. Je dis pas qu'ils ont le même niveau aujourd'hui, qu'ils auront la même trajectoire. Mais le Evan Guessant, à ses débuts à Nice, au début même de son prêt à Nantes, on sentait que c'était un joueur qui avait quelque chose, mais qui avait besoin du bon contexte, du bon moment pour, prendre la pleine plénitude de ses moyens et pour gommer un petit peu ses défauts. Et c'est ce profil d'attaquant aujourd'hui qui est très intéressant parce que, bah, il peut jouer seul devant, la Bolascar, il peut le faire si nécessaire. Il peut jouer à 2 devant, il peut être amené sur un côté, il peut jouer dans un 4-2-3-1, presque en ailier, faux ailier plus qu'autre chose. Il peut jouer également dans un 3-5-2 ou un 3-4-3. En fait, c'est des joueurs qui offrent un large panel à leur entraîneur. C'est des joueurs qui sont capables d'offrir beaucoup de choses à leur entraîneur, qui sont très généreux, qui en plus de ça, sur l'apport défensif, sont pas les derniers à faire les efforts. Donc, en fait, c'est tout simplement un joueur au goût du jour, j'ai envie de dire, Rémi Labo-Lascari. C'est un joueur qui a beaucoup de qualités, qui en tout cas a le morphotype et les qualités naturelles
pour, dans le football actuel, et encore plus dans le football, on l'avait dit, très énergivore à l'époque de Woody Steele, pour tirer les marrons du feu, pour se faire une place. Et c'est ça qui j'aurais vraiment aimé voir une saison complète de Rémi Labo-Lascari, sans dire qu'il termine à 10 buts. Mais je pense qu'il y avait eu un petit déclic à un moment donné et qu'il aurait fait une saison à 5, 6, 7 buts et que le RC Lens serait peut-être pas huitième aujourd'hui. Ouais, on sentait un petit changement de dimension, progressif, linéaire qui aurait pu être très, très, très intéressant et qui finalement a un petit peu plombé ce RC Lens, par la suite de sa blessure. Autre catégorie, beaucoup moins, reluisante, tableau de déshonneur, tu en parlais tout à l'heure, la déception de la saison. Je vais commencer parce que je rebondis un petit peu sur ton flop. Je suis parti sur Anas Zaroury qui, tu l'as dit, Mmh. on en attendait beaucoup. C'est pas une saison totalement ratée, mais c'est une saison assez neutre, en tout cas trop neutre au vu de l'investissement qui a été fait et au vu des attentes qu'on avait pour ce type de joueur, pour le joueur et pour son profil, parce qu'on parlait tout à l'heure du cruel déficit technique de cette équipe. Lui était clairement venu du côté de Lens pour le régler. C'est un profil qui est très intéressant. Tu as parlé de sa première à Brest. On avait l'impression que Lens, sur ce très petit échantillon, avait mis la main sur quelque chose qui était très intéressant pour combler ses lacunes. Et au final, par la suite, alors il n'a pas été aidé par cet atermoiement entre le poste de piston, le poste d'ailier dans une attaque à 3, mais avec un piston derrière lui. Parfois, il était dans le 4-2-3-1. Voilà, ça n'a pas non plus été toujours facile pour lui de s'adapter aux différentes positions qu'il a eues. Mais globalement, ça reste une saison trop neutre pour Anas Zaroury qui, je trouve, je parlais tout à l'heure des images et de l'impact qu'a pu avoir un El Elhaïnaoui. J'ai l'impression Mmh. qu'Anas Zaroury est un petit peu l'antithèse. C'est un joueur qui n'a pas été Totalement. catastrophique, qui a souvent été titulaire et qui, bah voilà, aussi un petit peu par le manque de solutions, mais méritait cette place de titulaire. Mais au final, c'est un joueur qui a trop peu pesé, je trouve, sur la saison du RC Lens. Et ces deux derniers matchs où il est décisif, où il envoie des buts assez phénoménaux, montrent quand même qu'il peut proposer des choses. Il faut tout simplement qu'il y ait de la continuité, qu'aussi dans le jeu, parce qu'on parle de l'aspect but, mais que dans le jeu, il y a beaucoup plus d'influence sur la durée du match. Mais c'est un joueur qui, même des échos qu'on avait pu avoir en Belgique et en Angleterre, je l'avais présenté à son arrivée, mais qui avait vraiment un potentiel à développer, un talent certain, et qui était capable de peser sur le jeu de ses équipes. Et du côté du RC Lens, peut-être que le projet de jeu de Will Steele n'était pas le plus adapté à ses qualités, mais en tout cas, c'est un joueur qui clairement me laisse sur ma faim de mon côté. Et tu vois, en qualité intrinsèque, je pense qu'il y a pas de comparaison entre Anas Zaroury et Rémi Labo-Lascari. Alors, c'est pas tout à fait le même poste, c'est pas tout à fait le même profil de joueur. Et je pense qu'Anas Zaroury est un meilleur footballeur qu'un Rémi Ouais. Labo-Lascari ou Dans qu'un l'avancée de Florian sa carrière, Sotoka. c'est beaucoup plus développé. Il y a aucun doute. Par contre, pour moi, ça reste le joueur interrupteur. C'est-à-dire que ça va être la lumière une fois de temps en temps. Puis le reste du temps, c'est blackout. C'est, ça peut être, tu peux avoir un long tunnel et puis il va y avoir l'action, le côté flashy qui va nous faire dire, ah, il a quand même quelque chose, hein. Il a quand même du football. Ah, c'est quand même quelque chose, ce Hannes Zaroury. Mais ça manque cruellement de continuité et ça sera son principal axe de progression pour la suite. Je pense que si Hannes Zaroury veut à Lens ou ailleurs, mais s'imposer comme un titulaire, arrêter de passer de club en club, avoir cette instabilité dans sa carrière. Je pense que cette quête de continuité dans ses performances, que ce soit au sein même d'un match ou d'une série de matchs, c'est son principal axe de progression pour pas uniquement être un joueur frustrant, potentiellement un joueur frisson, mais des frissons trop peu souvent dans l'année. Le reste du temps, on a la couverture sur les genoux et on n'enlève pas, quoi, parce que bah, on est là, mais on bouge pas, quoi. On n'a aucune raison de se lever. Donc, j'en attends vraiment plus s'il est encore Lensois la saison prochaine. Ouais, très clairement et puis, tout à l'heure tu le comparais avec, Labo Lascari. Si on le compare par exemple avec Angelo Fulgini, on sent Mmh. qu'intrinsèquement, Nazarori a plus de choses à offrir Oui, qu'Angelo Fulgini alors que les profils sont assez semblables. Mais on sent qu'Anazorori est beaucoup plus talentueux aujourd'hui à ce moment-là de sa carrière qu'Angelo Fulgini est plus jeune donc, je pense pas que ça soit un pari manqué, on peut pas le dire dès maintenant pour le RC Lens parce que c'est qu'une première saison, oui. exactement et puis ce changement d'entraîneur, je le disais, je suis pas sûr que ce qu'a mis en place Will Steele lui convienne parfaitement, mais on parlait tout à l'heure d'un Pierre Sage, d'un Lou Kelsner, peut-être, voilà, ça misera un petit peu plus sur ce profil moins transitionnel, mais beaucoup plus technique et capable d'apporter quelque chose face à des blocs bas. Alors une nouvelle fois, je compare pas, mais Pierre Sage a réussi à faire de très belles choses avec Ryan Cherki. Mmh. Je dis C'est je pas dis le pas même niveau, qu'Anazaroui va avoir, mais dans le l'impact profil, de ça s'en Ryan rapproche. Cherki.
Mais en termes de profil, déjà, ça s'en rapproche un petit peu, ce côté joueur un peu intermittent, mais avec beaucoup de qualité technique. On sait que souvent, ça a été avec Cherki dans l'axe que ça s'est bien passé, même si on l'a pas mal vu à droite sur cette fin de saison avec Paulo Fonseca. Mais un Nazarouri remis dans le cœur du jeu avec Pierre Sage, pourquoi pas? Alors déjà, Pierre Sage n'est pas là. Est-ce qu'Anazaroui va rester? Quel schéma de jeu? On est vraiment dans le foot fiction là. Mais c'est pour dire qu'il n'est pas perdu pour la science, entre guillemets, Anazaroui. Faut juste qu'à un moment donné, il y ait le déclic, qui est la flamme qui s'allume et qui reste allumée. On n'ait pas besoin de souffler sur les braises tous les 3 matchs parce qu'on se demande si le feu intérieur est encore là et s'il brûle. De ton côté, ta déception de la saison, tu as parlé d'Anas Zaroury en flop, mais en déception, tu es parti sur qui? Alors, j'ai hésité entre 3 joueurs. Là, il y avait du monde. Tu as parlé d'Angelo Fugini, qui est naturellement venu dans la catégorie déception parce que, bah, pareil, on l'attendait, il était titulaire au début de la saison. Dans la préparation, il y avait les 2 revenants, les 2 revanchards, Thomasson, Fugini. Bon, bah, il y en a un des 2 qui a fait une bonne saison, on l'a dit, c'est Thomasson. Il y en a un autre qui s'est totalement perdu en chemin, c'est Angelo Fugini. En plus, l'histoire, elle devait être belle, hein. C'est le supporter du RC Lens qui revenait, qui avait fait de bonnes choses du côté d'Angers, qui en Allemagne est en situation d'échec. On s'est dit tout est réuni pour que ça marche. Et puis, bah, 2 ans plus tard, on en est à se dire qu'il est temps que le divorce arrive. Il est totalement passé à côté de sa saison et je vois pas comment on va pouvoir le rattraper. Je vois pas comment on peut le remettre sur le droit chemin aujourd'hui. Angelo Fulgini est vraiment une déception de la saison. Il y a aucun doute là-dessus me concernant. Mais je vais presque envie de faire un package avec Florian Sotoka. Mmh. On en a dit beaucoup de bien par le passé. Je continue à penser que c'est un mec avec un super état d'esprit, un soldat qui fonde dans ton équipe. Mais j'ai l'impression qu'on n'est pas loin et qu'on l'a peut-être déjà vécu la saison de trop concernant Florian Sotoka, qui est complètement passé à côté de son sujet. Alors il y a l'aspect stat, hein. Très bien, il n'a mis qu'un but. On peut lui taper dessus pour ça, mais pour moi, il n'y a pas que l'aspect stat. Il y a également ce qu'il a dégagé, il y a également le contenu de ses matchs. J'ai l'impression qu'en fait, lui, il a jamais tourné la page francaise. J'ai l'impression que si d'autres ont réussi à s'adapter durant la saison au nouveau projet lensois, lui n'a jamais réussi à faire le deuil de ce qu'était le RC Lens 2022-2023, 2023-2024 et que il était déconnecté presque. Les mots sont peut-être durs, hein, mais ouais, déconnecté un petit peu cette saison. J'ai pas reconnu le soldat, le guerrier Florian Sotoka des 4 saisons précédentes. J'ai l'impression qu'on a vu un joueur qui petit à petit a rendu les armes. Les mots sont peut-être forts, mais ça a été mon impression. Non, mais ça s'entend parce que c'est clairement une déception. J'avais aussi hésité avec, Florian Sotoka parce que, bah, cette saison, même si l'âge avance, elle est quand même difficile à anticiper. On est sur un vrai déclin soudain, brutal et assez fort quand même et même s'il y a, voilà, ces 30 il a fêté ses 34 ans cette saison, mais c'est un joueur qui est arrivé au niveau assez tardivement, qui, je pense, a peut-être encore en tout cas l'été dernier, on pensait tous qu'il avait encore de belles années, au moins une, à offrir du côté du RC Lens et on sent clairement que c'est, tu l'as bien dit, la saison de trop, mais elle était difficile à anticiper. Donc au final, je ne sais pas si on peut vraiment taper sur les doigts de la direction, en tout cas de ceux qui ont décidé de conserver Florence Otoka. C'était même logique au vu de tout ce qu'il représente pour les supporters. Il n'y avait clairement pas de sujet Florian Sotoka. Malheureusement, pour cet été, il y en aura un parce que malgré tout ce qu'il peut représenter pour le RC Lens, malgré l'amour et l'attachement qu'il voue à ce club, c'est, tu l'as dit, peut-être la saison de trop et un joueur qui aujourd'hui même au-delà des statistiques, tu en as bien parlé, mais dans son volume de jeu, dans la capacité à pouvoir impacter le match sur 90 minutes, a clairement perdu assez logiquement, physiquement, bah, de son influence sur le jeu du RC Lens. Aujourd'hui, c'est limite, je ça allait être un peu dur ce que j'allais dire, mais on sait pas trop où le mettre entre ce poste d'ailier qui est pas forcément le sien, il est pas non plus un pur avant-centre. Il a parfois été utilisé piston, mais là aussi, il est pas forcément à son aise et au final, c'est un joueur qui, bah, voilà, qu'on a du mal à utiliser cette saison, qui a plus été utilisé à défaut de par la blessure de Labo Lascari et le manque de référence d'un Jérémy Agbonifo que par véritablement ce qui montrait sur la saison, même si encore une fois, il y a beaucoup de très bonnes choses à dire sur le passage de Florence Sotoka du côté du RC Lens, évidemment. C'est très fort, mais dans l'idée, je pense que je vais encore plus loin de toi. C'est presque devenu un poids
un boulet dans le sens où on Mmh. savait pas trop quoi en faire. Je sais pas si alors le une nouvelle fois les termes, hein, poids, boulet, c'est dur pour Florian Sotoka, mais à un moment donné, ouais, c'était devenu, une problématique presque. OK, on le met, mais bah, qu'est-ce qu'il va nous apporter? Et ouais, comme tu dis, on l'a presque mis par défaut à un moment donné, par son statut et par l'état de l'effectif plus qu'autre Mmh. chose. On peut pas dire qu'il ait mérité d'autant jouer cette saison par rapport au temps de jeu qu'il a eu. Ça reste encore un des joueurs les plus utilisés par Will Steele. Il a participé aux 34 matchs. Alors, en n'étant pas toujours titulaire, son volume de minutes a un peu baissé, mais faute de mieux, en fait. C'est ça et c'est symptomatique du manque de profil d'ailier dont je parlais tout à l'heure. Rémi Le Bollascarré en est un, mais à part lui, est-ce qu'il y avait vraiment des ailiers capables d'animer ce 4-2-3-1 de Will Steele? Florent Non. Sotaka est la preuve que, même s'il a été utilisé à ce poste-là, il y avait quand même un sérieux déficit, à ce niveau-là. Le meilleur transfert de cette saison, peut-être justement que ça a manqué d'un ailier référencé capable de s'imposer. Le meilleur transfert, Romain, tu es parti sur quel nom? Quelle est la recrue qui pour toi a le plus, impacté positivement cette saison du RC Lens? Alors, je sais pas toi, mais cette catégorie, ça a été un enfer. Très compliqué, Heu, très, très, très Très, très, compliqué. très compliqué parce que je trouve qu'il y a pas eu le transfert, tu vois, inné où tu te dis: «Waouh, quel coup!» Tu vois, par exemple, le Biret à Monaco, Mmh. alors là, c'est le cas parfait, hein, parce que c'est le joueur qui arrive en janvier, qui met 13 buts, je crois, de mémoire, Biret, C'est ça. qui a un Même sans impact tout de demander suite, tout qui est ça, il y a très peu au final de satisfaction sur les c'est recrues, que ce ça. soit l'été dernier ou l'hiver, du côté du RC Lens. Parce que Biret te règle le problème en plus qu'avait Monaco d'attaquants efficaces, c'était vraiment le cas parfait, du côté de Lens. J'ai pas ce cas parfait. J'ai pas le joueur qui fait l'unanimité, qui te règle le problème et qui est ultra performant, qui devient très vite l'un de tes meilleurs joueurs. Alors comme je dis, c'est le cas idyllique qui n'arrive pas souvent, ce qui fait que du coup, j'ai été un petit peu dans dans la réflexion, dans le raisonnement et j'ai un peu travesti la catégorie, parce que j'ai choisi, Djoumaba, Mmh. dans le sens où j'ai été sur le rapport qualité-prix, c'est-à-dire un joueur prêté, donc pas d'indemnité de transfert. Alors, peut-être un coût avec un prépayant, une prise en charge du salaire, mais un joueur de 18 ans, quand bien même il signe à City, la prise en charge du salaire, elle doit pas être énorme et il vient en plus après les départs de Danso et Kuzanov, c'était réellement pas évident, d'assurer la suite et même si ses débuts ont été un peu compliqués, on se rappelle son entrée contre Strasbourg où, voilà, il prend un tour de rein assez conséquent sur l'un des 2 buts strasbourgeois. Mais par la suite, bah, il a été un titulaire, globalement, digne de ce nom. Il y a eu le match contre Auxerre qui a été compliqué. Il y a eu toujours notamment, dans des matchs où Lens a eu, énormément de possession, a joué très haut, où on a vu ses lacunes dans sa capacité à couvrir dans son dos, à défendre un grand espace derrière lui. À l'inverse, on l'a vu très à l'aise lorsque, bah, contre Marseille, contre Lyon, il était, dans ce côté pur défenseur, stopper, défense de sa surface, des ballons aériens à dégager, des duels à livrer dans sa surface de réparation. On a vu ses qualités et du coup, si je reste sur les achats, parce que j'ai aussi pensé aux ventes dans les meilleurs transferts, mais on reste vraiment sur les achats, je suis parti sur Djoumaba. Ouais et bah, je te rejoins parce que, j'ai pas trouvé mieux. Alors j'ai pensé à Mathieu Ryan, mais pareil, sa Pareil, demi-saison est, pas non plus des plus régulières, très clairement. On était un petit peu sur, 1 match sur 2 sur l'interrupteur, on en parlait tout à l'heure, Mathieu Ryan est un petit peu l'exemple même aussi. Puis il y a quand même un achat de un petit peu moins d'1 million d'euros pour un gardien très expérimenté qui était à 6 mois de la fin de son contrat. Ça reste quand même, assez cher pour un club comme le RC Lens qui voulait un petit peu réduire, la voilure, financièrement. C'est pour ça que je suis parti sur Djoumaba. Sur le rapport qualité-prix, aussi sur le rapport un petit peu attente par rapport à ce qui a été oui, déboursé par le RC Lens et par rapport aussi à ce qu'il a montré, sur ces 6 mois. Tu l'as dit, il a connu des débuts compliqués, mais son profil qui est, je trouve, ressemble un petit peu à celui de Roussanov, ce défenseur, aussi à Kevin Danso, ce défenseur très puissant, un vrai stopper qui est pas le meilleur avec ses pieds, mais qui est pas non plus embêté, qui est très, très jeune et qui, dans l'appréhension du duel a clairement pas de problème là-dessus et qui hésite pas à y aller et je trouve qu'à, 18 ou 19 ans, je sais plus, je connais plus son âge exact, faut que j'aille, c'est vérifier. 18, je crois, hein. Voilà, 18 ans, c'est quand même très, très fort de pouvoir compter sur un joueur de ce niveau-là qui est seulement prêté. Quand on fait le comparatif, par exemple, avec Nidal Çelik qui a le même âge, on sait qu'ils viennent pas du tout du même
championnat, du même niveau, mais on voit clairement qu'il y a une vraie différence entre Nilel Çelik et Djoumaba et dans la maturité, ça a été assez impressionnant ce qu'a pu montrer Djoumaba à son jeune âge. Et je rajoute quelque chose aussi, tu as parlé du prêt. Il y a aussi dans l'aspect meilleur transfert la capacité, la Mmh. bonne idée du RC Lens à avoir cette option de prolongation. Alors on ne sait pas si ça sera acté, mais en tout cas il y a une possibilité que Djoumaba soit encore prêté une saison supplémentaire du côté du RC Lens. Et quand on voit ce qu'il a pu montrer, ce qu'il a pu apporter en seulement 6 mois, dans un contexte très compliqué après un mercato d'hiver qui avait décimé la défense, après le départ de beaucoup de cadres, là peut-être qu'avec une préparation estivale complète, un effectif remodelé, peut-être plus adapté à ce que veut mettre en place le coach, je pense que Djoumaba, s'il y a une saison 2 du côté du RC Lens, peut être très intéressant. C'est pour ça aussi que je l'ai mis dans ce meilleur transfert, parce que certes c'est qu'un prêt, certes c'est du court terme, il y a quand même une vision un petit peu moyen terme dans ce qui a été fait sur cette opération. Ouais et puis, 18 ans du coup à son arrivée, 19 ans Ouais, depuis le mois d'avril, le 11 avril, Djoumaba, donc c'est ses ça. premiers matchs, il avait vraiment que 18 ans. Et on rappelle qu'il avait, une demi-saison en Liga également derrière lui, donc très, très jeune, à peine 18 ans, à partir du mois d'août. Et puis ça colle en plus au transfert d'Abdulkadir, Kouzanov parce que les 2 étaient liés en fait. Djoumaba a été prêté dans le cadre du départ, de Kouzanov à City, qui en plus était très bien vendu. Alors oui, Kouzanov quand il quitte Lens, je pense que c'est le meilleur ou l'un des 3 meilleurs défenseurs du championnat de France. Donc la perte sportive, elle est importante. Mais derrière, tu as réussi à récupérer un joueur qui a fait la maille sur la fin de saison. Tu t'es pas retrouvé à devoir, jouer toute la deuxième partie de saison avec Malang Sarr et ça, c'était une bonne nouvelle. Non, très clairement et justement de l'autre côté, on a parlé du meilleur transfert, il y avait pas forcément un choix pléthorique. Du côté du pire transfert, la plus mauvaise opération malheureusement du RC Lens, cette saison. Alors moi, je suis parti sur un joueur, alors c'est plus la faute à pas de chance qu'un mauvais transfert, mais je suis parti sur Martin Satriano, Mmh. qui, le pauvre, a été coupé dans son élan dès le début, qui, représente quand même un certain investissement quand on connaît la situation économique du RC Lens aujourd'hui, prêt avec, option d'achat. Qui a donc été levé puisque c'était une option d'achat obligatoire et qui qui a malheureusement vécu une première saison du côté du RC Lens, contrarié par les blessures, par cette très grave blessure au genou, c'est croisé, qui a pas pu montrer son talent et ce qu'il aurait pu apporter du côté du RC Lens. Et on a parlé tout à l'heure j'aurais pu mettre Mbala Nzola, mais je l'ai déjà mis dans le flop. Mais on a parlé tout à l'heure du manque un petit peu de neuf de référence dans cette équipe. Et je pense que Martin Satriano aurait pu et aurait dû être ce neuf qui te permet un petit peu de combler le manque d'efficacité, même si c'est pas le neuf le plus efficace, c'est quand même un attaquant qui, par rapport à un Zola, un Koyalipou, même un Wesley Saïd, Satriano, sur les dernières saisons, avait quand même fait preuve d'une certaine régularité du côté de Brest, d'un vrai apport statistique et surtout dans le jeu par son côté travailleur. Et c'est vraiment dommage de ne pas l'avoir vu sur cette première partie de saison, mais sur cette première saison. Mais comme j'ai dit, c'est plus la faute à pas de chance, à cette très grave blessure, qu'un vrai mauvais transfert. Et il faudra voir ce qu'il donne du coup sur cette deuxième saison. Évidemment, il n'est pas condamné. Et peut-être que ça va lui demander quelques semaines avant de vraiment revenir à son tout meilleur niveau. On l'a un petit peu vu sur la fin de saison. Mais malheureusement, si je fais le rapport investissement par rapport à ce qui a été montré cette saison, même si c'est pas forcément de sa faute, Martin Satriano est un petit peu une mauvaise opération si on se focalise sur cette saison du côté du RC Lens. Ouais, c'est un profil qui aurait pu faire beaucoup de bien. Je suis d'accord avec toi durant la saison, notamment quand on s'est empêtré dans le Mbala Nzola et qu'on sentait que ça le faisait pas. On aurait eu un vrai profil de neuf là, efficace, hargneux, combatif, presque tout l'inverse de ce qu'a démontré, Mbala Nzola, lorsque ça a tourné vinaigre au printemps et on l'a peu vu sur la fin de saison, mais ne serait-ce que de le voir revenir, regoûter au terrain, se remettre un peu en rythme, sachant que l'option d'achat va être levée, pour le faire venir du côté du RC Lens. Ça, c'est plutôt prometteur pour la saison prochaine, hein. On a parlé un peu plus tôt dans l'émission d'un Ludovic Ajorc. Heu, Si on cherche un numéro 9 titulaire, référencé Ligue 1, faut aussi voir le début de préparation estivale de Martin Satriano. Faut pas oublier non plus Godin Koyalipou, Mm. dans un profil différent. Mais c'est sûr que Martin Satriano aurait sans doute réglé une partie des problèmes d'efficacité offensive du RC Lens cette saison et la blessure est mal tombée. De mon côté, sur le pire transfert, j'ai rien contre lui, mais ça sera Hervé Kofi.
dans le sens où Lens a quand même mis plus de 2 millions d'euros pour le faire venir de Charleroi, 2 à 2,5 millions. Et en fait, ce transfert, pour moi, c'est un flop dans le sens où quand il arrive, il est censé arriver pour préparer, potentiellement l'après Brice Samba. Il est censé arriver en se disant: «Je suis numéro 1 bis, OK, pendant quelques mois, mais si jamais il se passe quelque chose avec Brice Samba, c'est moi le numéro 1». Et puis, bah, au moment où Brice Samba part, en fait, on lui fait pas confiance. Alors est-ce que c'est de sa faute? Est-ce que c'est la direction sportive du club qui s'était trompée quelques mois plus tôt ou qui s'est trompée à ce moment-là? En tout cas, ce qui est certain, c'est que Lens a mis 2,5 millions en période de restriction budgétaire sur un gardien qui n'a finalement jamais été son numéro 1, même quand le numéro 1 est parti, même quand on a eu du mal à recruter, à trouver un nouveau numéro 1, et même quand le nouveau numéro 1 a eu des moments de flottement, comme tu l'as dit. C'est pas comme si on avait récupéré un gardien numéro 1, même si je pense que finalement la fiche de Mathieu Ryan est plutôt positive, Mmh. mais elle n'a pas été linéaire. Et donc c'est pas comme si on avait été chercher un gardien qui mettait tout le monde d'accord. On se dit, on met, je vais citer un gardien qui va plaire aux supporters lensois, mais un Lucas Chevalier, tu vois, un gardien qui a l'impact d'un Lucas Chevalier ou d'un Geronimo Rulli à Marseille, où tu dis, il est dans le but, c'est indiscutable. Quand Mathieu Ryan démarre, c'est pas ça. Et pourtant, Hervé Kofi n'est jamais revenu dans l'équation, et à tel point qu'on est davantage en train de parler d'un départ d'Hervé Kofi cet été, et je ne suis pas persuadé que le RC Lens récupère sa mise initiale d'un peu plus de 2 millions le concernant. Ouais, j'y ai pensé aussi à Hervé Kofi, mais contrairement à Martin Safrano qu'on a donc très, très, très peu vu, Hervé Kofi a sur le peu de miettes qu'il a eu à se mettre sous les dents, a quand même, montré, je pense, en tout cas de mon avis, quand même pas mal de belles dispositions. C'était assez surprenant d'aller chercher, en tout cas de mon avis, un numéro 1 et de très clairement tout de suite le mettre sur le banc parce que je Mmh. pense notamment à ces matchs contre Paris. Tu en parlais tout à l'heure, il a malheureusement eu au départ de Brice Samba un calendrier qui l'a pas forcément avantagé. Et quand Will Steele le met sur le banc parce que le RC Lens concède trop de buts, c'est aussi parce que les adversaires sont quand même, voilà, Paris 2 fois, Monaco, ça reste des adversaires qui forcément vont te mettre des buts. Et sur ces matchs-là, je pense notamment au match de Coupe de France, Hervé Kofi, je trouve, avait quand même apporté pas mal de bonnes réponses au départ de Brice Samba. Il fallait très certainement recruter un gardien numéro 1, mais tu l'as dit, après avoir investi plus de 2 millions sur un gardien, ça m'a paru surprenant d'aller chercher un Bah gardien oui. comme Mathieu Ryan et de tout de suite mettre Hervé Kofi sur le banc, alors que tu en parlais bien, quand il arrive, c'est écrit, pas dans son contrat, mais en tout cas moralement, qu'en cas de départ de Brice Samba, c'est Hervé Kofi qui prendra la suite dans les buts du RC Lens. En tout cas, on voit tous comme ça, c'est annoncé comme ça. Il commence à y avoir quelques premières rumeurs sur Brice Samba, où on comprend que c'est sans doute sa dernière saison au RC Lens et on se dit: «Bon, bah, Lens, malin, anticipe, prépare le coup d'après». En se disant, «Si on perd Brice Samba dans 1 an, bon, bah, on a une première saison, d'apprentissage, d'acclimatation pour Hervé Kofi et on se retrouve avec un gardien, qui sera déjà, parfaitement, implanté au sein du club pour prendre la suite». Et c'est presque plus, du coup, la gestion du club que je viens de penser en parlant de pire transfert que le joueur en lui-même, qui lui n'a pas Mmh. démérité, n'a pas grand-chose à se reprocher, si ce n'est d'avoir été la victime des atermoiements de la direction sportive, le concernant et concernant ce poste de gardien de but. Même après le départ de Bouissamba, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire du côté de Lens. À un moment donné, on nous parle soit d'un numéro 2 expérimenté, un numéro 1 bis. On comprend que c'est potentiellement ça sur le profil Paolo Lopez, notamment, ou Jean Butez. Finalement, après, on nous parle d'un numéro 2 potentiellement jeune. Il y a quelques noms qui commencent à sortir. Puis finalement, on va chercher Mathieu Ryan, qui est un gardien qui a quand même un vécu, un gardien international, même si ce n'est que l'Australie, mais qui a quand même été gardien dans des grands clubs. Pas toujours numéro 1 non plus, oui, c'est également pour ça qu'il quitte l'AS Roma. Mais on a du mal à savoir où on va en fait, sachant que 10 jours plus tôt, on va chercher Cédric Berthelin pour être entraîneur des gardiens, qui était l'entraîneur des gardiens à Charleroi de Kofi. Donc on se dit, Mmh. en fait, on recrée le duo, donc Kofi va être vraiment installé numéro 1, il y a pas de souci avec ça et en fait, pas du tout. Donc pour moi, ce cas spécifique est le pire transfert puisqu'il atteste un petit peu, du manque de clarté, de cohérence, de vision, de la direction sportive du RC Lens concernant le poste, des gardiens et globalement, les transferts entrants cet été. Autant je trouve que le RC Lens, ça a pas toujours été le cas dans son histoire, a bien vendu, dans le sens où Mmh. oui, on s'est délesté des bijoux de famille, mais on a bien vendu, sur le plan pécunier. Tout ça dans un contexte où tout le monde savait que Lens avait besoin d'argent et où, hormis en Angleterre, on resserre quand même un petit peu les cordons de la bourse partout. Lens s'en est bien sorti. Par contre, dans le sens des achats, je trouve que et c'est pour ça qu'on a eu du mal à trouver un bon transfert,
je trouve que Lens n'a pas trop su sur quel pied danser et un petit peu fait tout. Il y a eu un peu de trading, mais du trading sans qu'on en voit encore aujourd'hui un petit peu les fruits. Je pense à Bonifo, par exemple, on l'a dit, 7 millions au total sur un joueur qu'on a très peu vu pour l'instant, mais sur lequel on sait qu'il va y avoir un énorme travail pour qu'il devienne un joueur établi en Ligue 1. Et à côté de ça, du recrutement de vétérans, je pense à Malang Sarr également, qui est pas venu pour un petit salaire, alors que on nous dit qu'il faut réduire les coûts. Bref, c'est pour ça que j'ai choisi Hervé Kofi, parce que c'était un petit moyen également de me payer le duo Lopez-Driussi. Non, très clairement, ils ont, une vraie part de responsabilité sur ce choix-là. Si on met de côté un petit peu les Même si le individualités. transfert était acté avant même leur arrivée, hein. Le transfert avait été acté par Arnaud Pouille. On va rendre à Arnaud ce qui appartient à Ouais. Arnaud sur ce coup-là, avec notamment des jeux d'agents au milieu de tout ça qui ont peut-être pas aidé. Et peut-être qu'en réalité, Hervé Kofi n'était absolument pas du tout un choix validé par la nouvelle direction sportive. Je pense à Pierre aussi. Et c'est peut-être pour ça qu'au mois de janvier, on essayait de rattraper ça en allant chercher un autre gardien. Euh, voilà, histoire qu'on ne reprenne pas sur cet aspect-là. C'est vrai que c'est un transfert qui traînait, qui était déjà fait en fait. Ouais, mais aussi parler du CAC Office a induit voilà, la gestion de l'hiver avec Mathieu Ryan, Paul Lopez, on a Mm. vu, c'était un petit peu gaguesque et tu en as bien parlé, voilà, on savait pas trop où aller ce RC Lens sur le dossier du gardien durant l'hiver. Si on se focalise sur les matchs de la saison, le meilleur et le pire match de la saison du RC Lens, sur le meilleur, moi je suis parti, alors j'ai commencé par la fin, il y avait pas mal de matchs qui m'ont plutôt bien marqué du côté du RC Lens. En tout cas, j'en ai hésité avec pas mal, mais je suis parti sur Monaco. Monaco, évidemment, la 34e journée de Ligue 1, ce 4-0 qui, pour moi, fait la différence par rapport à d'autres parce que, bah, d'une part, on est sur une très très large victoire, une victoire très autoritaire face à l'une des tout meilleures équipes de Ligue 1, même si elle était un petit peu en vacances à ce moment-là. Et surtout, c'est une victoire à Bollard. Et Bollard, on en a parlé tout à l'heure, mais cette saison, le bilan à domicile du RC Lens, à l'échelle du RC Lens et des dernières années, il est quand même très décevant, pour pas dire catastrophique. Et cette victoire 4-0 pour la dernière de la saison à Bollard, je pense qu'elle réconcilie un petit peu tous les supporters du RC Lens avec cette équipe qui a bah voilà, finalement assez peu offert de bonnes sensations et, pour son public, pour Bollard cette saison, qui finit, je crois, 11e de Ligue 1 à domicile, ce qui est quand même assez surprenant et très décevant par rapport au RC Lens de Francaise. On se souvient toujours, le RC Lens était parmi les 3 meilleures équipes de Ligue 1 à domicile. Cette victoire 4-0, elle est quand même marquante. Il y a d'autres matchs, je pense notamment à l'entrée en lice en Coupe de France. Si à la qualification face au PSG, ça joue au tir au but, mais je pense que ça aurait été lui mon meilleur match de la saison. Il y a la victoire à Marseille, j'en parlais tout à l'heure, qui est un petit peu le tournant de la fin de saison. Et même si c'est un braquage, c'est une très très grosse victoire face à la deuxième meilleure équipe de France chez elle. Mais je suis finalement parti sur Monaco avec cette symbolique Bollard pour la dernière de la saison et de Will Steele. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que il a fallu attendre la fin pour avoir le match référence. Alors face à un Monaco démobilisé, face à un Monaco qui était déjà en vacances, qui avait fait tourner Akliouche, Biret, Zakaria, Kerrer jouait pas notamment, était remplaçant au coup d'envoi, donc c'était une équipe remaniée. Mais on a tellement été sevré de succès, de bons résultats, voire de bons matchs à un moment donné à Bollard cette année, que terminer avec ce bouquet final-là, la dernière de Medina, les émotions, le doublé de El Ainaoui, un Thomasson qui fait un bon match également. Ça, pour moi, ça peut être que ce match-là. Enfin, ça me paraît logique. C'est aussi la dernière impression, donc on est là-dessus. Puis c'est une dernière impression positive. Mais je pense que terminer cette saison de la sorte, c'était le meilleur clap de fin possible. Et c'était sans doute également le meilleur match du RC Lens à domicile, c'est certain. Et sans doute le meilleur de la saison aussi. Ouais, très clairement, il y a pas mal d'arguments pour choisir Monaco dans cette catégorie. Au niveau du pire match, est-ce que c'est aussi un match à Bollard ou alors tu es parti Ouais. sur un autre match? Non, j'ai hésité avec le match retour au Pana, Mmh. parce que la gestion de ce match, l'enjeu autour de ce match, l'impact sur la saison qu'a eu ce match-là, puisqu'on se rappelle qu'en début d'exercice, Lens avait un effectif pléthorique avec une trentaine de joueurs. Et on se disait, bon, il y aura la Coupe d'Europe, et on sait qu'en plus, la Coupe d'Europe le jeudi, les clubs français ont du mal à la gérer avec l'enchaînement, parfois jeudi soir, dimanche après-midi. Donc on s'était dit, le fait d'avoir la Coupe d'Europe, bah, ça permettra au RC Lens de faire jouer tout le monde, de concerner tout le monde en attendant le mercato d'hiver.
Donc ce match-là, je pense, a fait très mal et a amené du coup quelques semaines de perturbations en interne. D'autant que ça arrive au moment où Danso passe sa visite médicale à l'AS Roma. Finalement, il part pas, il revient. Tout ça au niveau de l'aspect défensif, ça n'a pas aidé. Mais je vais quand même mettre le 4-0 contre Auxerre. Je me suis pas embêté à la victoire 4-0, la défaite 4-0, mais tellement ce match-là a incarné tous les maux du RC Lens cette saison. On démarre bien, mais on n'arrive pas à être efficace. Puis on perd le fil, on fait des grossières erreurs défensives, on se délite au fur et à mesure. Tout ça à domicile. On en prend 4 contre l'équipe un peu darling de la saison, mais une équipe de Auxerre qui a perdu 4 de ses 6 derniers matchs. Et sa seule victoire, c'est le 4-0 à Bollaert. Donc pour toutes ces raisons-là, à la fois l'aspect symbolique, le contenu, la gestion du match, le 4-0 contre Auxerre. Et bah, j'ai beaucoup hésité aussi avec ce 4-0 face au Auxerre, tu l'as bien rappelé. Heu, une équipe en chute libre à Bollaert qui, un petit peu symbolise aussi les lacunes et les manquements de ce RC Lens cette saison à Bollaert. J'ai aussi pensé, logiquement, quand on a une défaite dans un derby à domicile, ça rentre forcément dans les pires matchs de la saison. J'ai aussi, pensé à la défaite face au Havre, la 4e de suite après le mercato. Tu perds 4-3 à domicile face Mmh. à une équipe du Havre qui était quand même pas mal en difficulté. Mathieu qui prend ses 4 buts sur les seuls 4 tirs cadrés adverses, avant d'affronter en plus Marseille, Rennes et Lille. Donc tu pouvais t'attendre à une deuxième partie de saison très compliquée après cette défaite. Mais tu en as parlé, je suis parti moi sur la défaite face au Panathinaikos parce que c'est, celle un petit peu aussi, qui va dicter la saison du RC Lens. Will Steele en avait parlé avec le Winamax FC, c'est une défaite qui l'a énormément impacté. C'est clairement pas le meilleur moyen de commencer une aventure et en août dernier, face à une équipe du Panathinaikos, on l'a vu, qui était quand même assez abordable, qui avait très peu d'arguments, en sa faveur dans sa besace. Le RC Lens qui perd, face au Panathinaikos 2-0, pourtant dominant le match, mais qui, montre déjà dès le mois d'août ses problèmes en termes d'efficacité, qui, voilà, va aussi conditionner un petit peu la suite économiquement pour le RC Lens. Une participation en Conference League, c'est pas la coupe d'Europe la plus rémunératrice évidemment, mais c'est toujours ça de prix quand on connaît la situation économique du club. Et puis, même dans l'approche de la saison, commencer cette aventure Will Steele avec un si gros échec, c'est, jamais bon. Commencer cette saison, avec, voilà, la possibilité d'avoir un vrai bon parcours en Conference League parce que le plateau était très, très peu relevé et hormis,